Bonjour, bienvenue sur la chaîne Enil Orac Photographie. Aujourd'hui, je vous donne enfin mon avis sur le Leica SL2S. A tout de suite. Le Leica SL2S, ça fait quelques temps que je l'ai. Et en fait, pour vous donner mon avis réel sur ce boîtier, j'attendais de lui avoir fait un tour complet de mon activité photographique et vidéo. Comme je vous l'ai dit souvent sur cette chaîne, je ne suis pas un testeur d'appareils, moi. Je vous parle de ce que je connais, de ce que j'utilise. Du coup, le SL2S, je lui ai fait faire un tour complet. Il a fait du portrait au bord de mer, dans différents lieux sur l'île de la Réunion, des concerts, de la photo de danse, mariage, je lui ai fait faire de la photo d'architecture et enfin vidéo d'un festival de musique. Maintenant, j'ai une bonne idée de ce qu'il a dans le ventre, de quels sont ses points forts et quels sont ses points faibles. Alors, on va avoir une grosse partie points faibles, mais ça ne veut pas dire pour autant que le boîtier est pas bon. Mais moi, vous me donnez n'importe quel boîtier, je vous trouve tous ces points faibles en shooting réel. Hein. Mais je pense que, parce que si vous demandez à Leica ou si vous demandez aux ambassadeurs Leica, ils vont toujours vous parler de tout ce qui va bien sur les boîtiers. Moi, je l'ai eu en réel et je vais vous parler des petits trucs qui font que sur le terrain, ça coince un peu. Mais ça ne veut pas dire pour autant que le boîtier n'est pas bon. Allez, on est parti, on va commencer sur l'ergonomie. A tout de suite. Voilà le Leica SL2S. On est dans la lignée de ce que proposait Leica avec son premier SL. Vous voyez, c'est les mêmes boîtiers. Vous avez le SL. On est à peu près sur les mêmes configurations avec une nette amélioration en termes d'ergonomie sur le Leica SL2S, qui est exactement le même boîtier que le Leica SL2. Voilà, vous prenez un Leica SL2 et un Leica SL2S, il n'y aura que la marque ici qui est en noir sur le SL2S qui vous dira que c'est la différence entre les deux boîtiers. En termes d'ergonomie, pour moi, c'est un des meilleurs boîtiers, que ce soit toutes marques confondues. Alors maintenant, si vous aimez, vous préférez les mirrorless, petits boîtiers, les plus petits possibles, n'allez pas sur ce boîtier-là, c'est pas ce qu'il vous faut. Mais je trouve que en prise en main, en grippe, c'est un boîtier qu'on a dans la main. Le piège des boîtiers mirrorless, c'est qu'on a oublié la bonne ergonomie qu'on avait sur les boîtiers réflexes. Alors c'est vrai que les boîtiers réflexes étaient lourds et encombrants, mais au moins quand vous preniez un boîtier réflexe en main, on avait une super ergonomie, une super prise en main. On a perdu ça sur les boîtiers mirrorless. Et Leica a préservé cette prise en main. On est sur un boîtier qui est conçu et fabriqué en Allemagne. Il est lourd, c'est vrai, mais tout est relatif. Hein. Lourd par rapport à quoi? Il est plus lourd que les petits boîtiers mirrorless Sony qui font plus jouer. Hein. La gamme Alpha, elle fait plus jouer par rapport à un Leica. Mais on est sur de la construction, quoi. C'est fait pour durer ces boîtiers. Je vous le montre par rapport à un M10. Voilà, on a les deux boîtiers. Et le M10, voilà, on n'est pas si gros hein, par rapport à un M10. Hein. Hop là, vous voyez. Alors évidemment, le SL2S est légèrement plus grand que le M10. Mais en soi, franchement, c'est pas si gros. C'est pas si gros. Moi, il y a beaucoup d'abonnés qui me disent qu'ils ont peur que le boîtier soit gros. Il n'est pas si gros. Par contre, il est dense. C'est vrai qu'il est dense. Par rapport à la forme et aux dimensions du boîtier, on est toujours surpris quand on prend un Leica en main par la densité, le poids que ça donne. Mais cette densité est voulue pour qu'on ait vraiment un vrai bloc dans la main. Alors, ce qui est bien par rapport aux anciennes versions,
enfin aux anciennes versions, aux SL en fait, hein, c'est qu'ils ont creusé ici, je ne sais pas si on voit bien. Alors du coup, on a une meilleure prise en main au niveau du grip, c'est top. La matière du grip, elle est super top. Franchement, bon là j'ai mis un 35 Summicron asphérique avec une bague d'adaptation, pardon. Alors je vous en ai déjà parlé sur le Leica SL si vous avez vu ma vidéo. On a toutes ces signatures du design, le gros rond ici, épuration des boutons, très peu de boutons sur ce boîtier. Vous voyez, hein, il y a très peu de boutons. Ça, c'est les mêmes boutons de menu qu'ils ont repris sur le Leica Q2, qu'ils ont repris sur le M10. Voilà. Et sur toutes les gammes, maintenant, j'imagine qu'ils vont partir là-dessus. Beaucoup plus simple que sur le SL, où on avait 4 boutons, mais sans aucune indication. Il fallait s'y faire. Je reviens sur l'ergonomie, nouveau système de batterie, je vous en ai déjà longuement parlé sur ma vidéo sur le Q2. On appuie et il faut refaire un autre appui. Voilà. Je le trouve top ce système. On remet la batterie, on appuie. Il n'y a pas de cache batterie en fait, la batterie est à nu. On retire. Voilà. En termes de boutons, on a 2 boutons ici. Attendez, ouf, là là, je galère là. Je vais le mettre comme ça. Voilà. 2 boutons ici. 2 petits boutons ici. Je ne sais pas si on les voit bien, ils sont là, là. Voilà. On en a ici. Alors, pourquoi je vous montre ces petits boutons? Parce que ce sont des boutons programmables. Ce sont des boutons de fonction programmables. Et je trouve ça top sur ce boîtier, c'est ces boutons de fonction. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. 5 boutons programmables. Et on peut évidemment programmer les molettes. Voilà, comme on veut. Et ça, c'est top. Et pour programmer un bouton, en fait, on a juste à faire un appui long sur le bouton et il va nous donner le menu. Et on choisit un appui long et on peut directement programmer le bouton. C'est super simple. Je vais vous donner une astuce. En soi, vous n'avez pas besoin de moi pour la trouver. Mais le truc, c'est que vous allez devoir la chercher. Et elle n'est pas instinctive, en fait. Alors, je vous ai dit que les fonctions des... Pardon, voilà. Les menus sont ici. Si vous voulez changer le menu, là je suis en manuel, si vous voulez passer en priorité vitesse, priorité diaph, il n'y a pas de bouton. Et l'astuce, c'est qu'il faut appuyer, vous voyez cette molette là, ici, la molette ici. Pour changer les menus ici, ça c'est pas du tout instinctif. Hein. Il faut appuyer dessus et après vous tournez. Appuyez, on revient. Vous faites un appui sur la molette pour accéder au menu. Ben ça, quand vous prenez le boîtier pour la première fois, ben vous êtes emmerdé, hein, parce que c'est pas marqué. Ça, franchement, je sais pas, c'est une découverte. Comment je fais... Je suis resté bête, moi franchement, je vous avoue, je suis resté bête. C'est comment je change le menu là. Alors une fois que vous l'avez fait, que vous appuyez dessus, vous vous dites c'est tout con. Mais c'est pas instinctif ça. Non, non, pas instinctif les gars. On est sur le Leica SL2S, sur un capteur 24 millions de pixels, sur le processeur Maestro version 3 de Leica, c'est un processeur Leica, un EVF de 5 millions, 5,76. L'EVF, c'est vraiment la force de la gamme SL, c'est qu'il est grand, il est lumineux, il est agréable. Vraiment, l'EVF là-dessus, c'est une tuerie. Ce que j'adore aussi, c'est leur système de dioptrie. Vous savez, pour régler la dioptrie de l'œil. Alors, je ne vais pas le tourner, je l'ai réglé. On a juste à tourner. Moi, souvent, que ce soit Canon, Sony, même Fuji, alors Fuji c'est bien, on avait le souci, c'est soit c'est très difficile à régler, ou soit c'est très lâche. C'est-à-dire qu'accidentellement, on changeait la dioptrie. Souvent, je me suis retrouvé à poser le boîtier sur mon œil et la dioptrie avait changé. Là, il n'y a pas de ça. C'est vraiment cranté. On tourne
et c'est bon, et c'est réglé. Ça, ce système, il est top. Ça a l'air de rien, ce petit réglage de dioptrie. C'est un réglage, en fait, qu'on le fait une fois normalement et on n'y touche plus. Mais quand il s'était réglé, ah, c'est chiant. Non, c'est chiant. Quand vous prenez l'appareil et que la photo est floue, enfin, le viseur est flou, c'est pas dit que la photo soit floue. Hein. On est sur une plage dynamique de 14 bits. On est sur les nouveaux capteurs BSI, Back Sensor Illuminated. Ce sont des capteurs rétroéclairés par l'arrière. C'est la nouvelle mode. Toutes les marques vont nous sortir un capteur BSI maintenant. Ce qu'il apporte, le capteur BSI, enfin, une des particularités de ces capteurs, c'est la meilleure gestion de la montée des ISO. Ce boîtier est le meilleur Leica en haute ISO. C'est le meilleur, il n'y a même pas photo entre tous les autres de la gamme. C'est enfin, je dis bien enfin, parce que c'était vraiment un des reproches qu'on pouvait faire à Leica, enfin Leica a pris le problème des ISO à bras le corps. Et il propose enfin un boîtier qui déchire dans les hauts ISO. On est sur une mémoire tampon de 4 Go qui permet de faire 25 images secondes en DNG. Alors le DNG, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le RAW de Leica. D'accord? Leica, c'est pas du RAW, c'est du DNG. C'est pareil en fait, le DNG, Adobe. On va dire pour vulgariser que c'est du RAW. Mais c'est du RAW en fait, mais ça n'a pas la même appellation. On a la stabilisation sur 5 axes, le fameux IBIS, qui marche franchement bien. On est sur du double carte. Voilà, essaye de bien faire. SD. Alors, je vous ai montré les doubles slots. De l'autre côté, on a les caches. Attendez, je vais les ouvrir, voilà. Et on a la connectique. On a du full HDMI. On a une prise micro, prise casque et on a l'USB-C. On peut recharger le boîtier en USB-C. Écran sur le dessus. Hop là, voilà. Je ne sais pas si on voit bien avec la... Voilà, super. Écran sur le dessus avec les indications. Il est IP54. Ça veut dire qu'il... Voilà, on n'a pas peur de l'emmener à la mer, poussière, on n'a pas peur. Il n'est pas fait pour aller dans l'eau, évidemment, mais on n'a pas peur. C'est un boîtier qui va résister, c'est un boîtier tout-terrain. C'est vraiment un boîtier tout-terrain. En termes de monture, on est sur une monture L. J'ai changé l'optique. Là, je vous ai mis un... Hop, on le cache, c'est sympa. Un 35 Sigma. C'est les dernières générations de Sigma, c'est les DNG Contemporary, je vous en ai déjà un petit peu parlé. Ils sont tout petits ces 35, c'est top. La monture L, franchement, si elle n'était pas là, je ne l'aurais pas acheté ce boîtier. Pourquoi je ne l'aurais pas acheté? Parce que ça aurait voulu dire que j'aurais été obligé d'acheter que des optiques Leica. Et les optiques Leica de la monture pour ce boîtier, elles sont superbes. Elles sont grosses, mais elles sont super chères. Et actuellement, il n'y a pas de marché de l'occasion. Vaut mieux. Alors, les montures M sont tout autant chères en fait, mais il y a un énorme marché de l'occasion de la monture M en Leica. Donc, vous pouvez trouver des optiques pour le Leica M à des prix abordables. Actuellement, pour ce boîtier, il n'y a pas de marché d'occasion. Vous pouvez en trouver de temps en temps, mais les prix sont super hauts. Et s'il n'y avait pas eu la monture L, je ne l'aurais pas acheté parce que la monture L, c'est quoi? C'est Alliance L en fait. Hein. C'est à ne pas confondre avec la monture L de Canon. C'est l'Alliance L, ils ont appelé la monture L. C'est la monture de Leica qui s'est associée avec Panasonic et Sigma. Ça veut dire que vous pouvez acheter des optiques Pana et des optiques Sigma. Après, peut-être d'autres constructeurs tiers. Mais vous avez un plus large choix d'optiques et plus large choix de prix. Et ça, c'est pas mal. Pour le coup, ce que j'aime bien, c'est le fait d'avoir séparé le menu photo et le menu vidéo. Juste en appuyant sur menu, voilà, on est soit en photo, soit en vidéo. J'ai cliqué, je suis en photo. Je passe en menu vidéo. Et les menus vidéo et menus photo sont séparés. Ça, j'aime vraiment bien. En termes de qualité, alors,
Ce que j'aime bien, moi, sur ce boîtier, c'est que avant tout, c'est un Leica. C'est un Leica dans le sens où, vous le savez, hein, si vous me suivez sur ma chaîne, moi, je suis fan de la série M, et je vous l'ai déjà dit, j'ai jamais adhéré au réflexe Leica. Jamais. Jamais, jamais. J'aurais toujours préféré les boîtiers Canon. Et enfin, Leica propose un vrai boîtier type réflexe, même si c'est des mirrorless. Mais moi, je vais les appeler des réflexes. On les utilise comme des réflexes. Ce sont devenus des mirrorless, mais c'est les mêmes utilisations que quand on avait des réflexes. C'est un vrai boîtier réflexe tout-terrain pour tout faire. Et il est super en prise en main. C'est un boîtier qui est fait pour durer. Il a un super capteur. La qualité d'image est top. On retrouve un peu, alors la communauté reprochait au Leica SL2 d'avoir changé un peu la chromie par rapport au SL. Et du coup, Leica est revenu un peu sur la lignée de la chromie du SL. Ce que j'aime bien, moi, avec Leica, c'est leur qualité de chromie qui est une chromie naturelle. Moi, j'aime les chromies naturelles qui respectent les teintes de peau. Je ne veux pas avoir du vert dans ma teinte de peau. Et même si je peux la corriger en post-prod, je ne vois pas pourquoi je perdrais du temps à corriger ce genre de détails. Sur la chromie Leica, on est sur quelque chose de naturel. Et ça, c'est top. Moi, je la trouve top. Elle respecte les couleurs. Ni pas assez, ni trop. On est juste sur quelque chose de neutre. C'est une chromie qui est neutre. Mais qui donne malgré qu'elle soit neutre, elle vous donne un petit caractère. Elle vous donne du petit contraste. Mais juste ce qu'il faut. Je trouve que Leica fait partie de ces marques qui ont une culture de la couleur qui est top. Et ils ont su la retranscrire sur un capteur numérique. Et ça, franchement, chapeau. Chapeau parce que c'est très facile de se perdre avec le numérique sur des chromies où on va vous balancer du contraste pour faire style en fait. C'est pour vous montrer, ouais, voyez ce qu'on est capable de faire, comment c'est contrasté, comment c'est saturé. Ouais, mais après, c'est des choix. Moi, je peux comprendre que vous soyez plus attiré par ces types de capteurs. Moi, je préfère avoir un capteur qui est plus naturel, qui est plus doux. Je le trouve assez doux. Alors, je vais dire un paradoxe, en fait. C'est contrasté et doux. Ça a du caractère, mais en même temps, ça amène une douceur à l'image. Et après, en post-prod, si je le veux, je peux travailler l'image. Mais je ne veux pas un résultat déjà qui pourrait paraître définitif. Et c'est pour ça que j'aime la chromie Leica et comme j'aime la chromie Canon. Mais Canon, c'est peut-être différent parce que je suis tellement habitué à cette chromie que voilà, j'ai peut-être un avis un peu biaisé par rapport à Canon parce que j'ai une plus longue histoire des capteurs numériques avec Canon. Donc voilà, je suis tellement habitué. Une autre grande qualité, et de ce pourquoi j'aime ce boîtier, c'est le fait de monter des optiques M. Alors vous me direz, c'est juste une histoire de bague et d'adaptation. Plein d'autres boîtiers peuvent utiliser des optiques M. Mais en fait, non. Ouais, vous pouvez monter une optique M sur un boîtier Sony, un boîtier Canon, un boîtier Nikon, mais vous n'aurez pas le résultat. Vous n'aurez pas le résultat, vous ne tirerez pas le meilleur de cette optique M si vous ne le mettez pas sur un capteur Leica. Pour la simple et bonne raison, c'est que les boîtiers, le SL, a été fait aussi et beaucoup pour être utilisé avec les optiques M. Le boîtier SL2S, SL, SL2 sont optimisés pour tirer le meilleur des optiques M. Vous n'aurez pas de meilleur résultat avec une optique M que le mettre sur un Leica. C'est tout con de dire ça, et ce n'est pas du snobisme, mais c'est une réalité. Les boîtiers sont optimisés pour les optiques. Et il n'y a que Leica qui peut le faire. Je vais vous parler des specs vidéo, parce que le SL2S, je l'ai aussi acheté pour ça. Donc, je vous ai déjà parlé qu'on est sur un capteur 24 millions, stabilisé. On fait de la 4K en plein format. On fait du 422 10 bits interne. On n'a pas de limitation de temps. On a du log, L-log, Leica log, 4K 60 images par seconde. 4K 60. Le Leica SL2S propose le shutter angle. On a aussi le waveform. Il est là, vous voyez là? Ici, ça c'est le waveform.
top. Petite fonction qui a l'air de rien, qui est tout con. Pana aussi propose ça et maintenant Sony aussi le fait, je pense, sur son Sony A7S III peut-être. C'est quand vous appuyez sur le REC, alors attendez, vous avez un cadre rouge qui se met ici pour vous indiquer que vous êtes en train d'enregistrer. C'est tout con, mais c'est bien d'avoir des petits repères comme ça qui vous disent « Ouais, tu es bien en train d'enregistrer. Hein ». On a tous connu ça. Hein. Tu as pensé avoir appuyé sur le bouton, mais en fait, tu ne l'avais pas fait. Hein. En termes de spec vidéo, ce boîtier, il a tout ce qui se fait de mieux actuellement. Vraiment, il ne lui manque pas grand-chose. Hein. En termes de spécification vidéo sur le papier, il est au top. Et la qualité du L-Log, elle est top. Elle est dans la continuité de ce que fait de la Chromie Leica en fait. Elle est dans une neutralité et une douceur. Le L-Log, je le trouve doux, je le trouve sympa à travailler. On va commencer avec la F. La F. On va parler photo et vidéo. En photo, j'ai emmené le boîtier sur une création de danse, de la créa, et donc j'ai fait des photos. Et alors, je fais une aparté, je n'utilise pas les optiques L de Leica. Donc du coup, mon rapport à la F peut être biaisé parce que je n'utilise pas ce qui se fait de mieux pour le boîtier. D'accord? Mais j'ai quand même une assez grande expérience pour savoir ce qu'un boîtier en AF a dans le ventre, même s'il n'utilise pas les boîtiers de la marque. On va gagner 15 à 20%, hein, et encore, je suis large. Hein. J'entends bien que le boîtier SL2S serait meilleur avec une optique Leica L, ok, mais j'ai quand même une idée de ce qui vaut la F. En photo, c'est presque top. C'est presque top. C'est pas un boîtier sport, on va oublier. Vous voulez faire du sport en même temps, vous achetez pas ça pour faire du sport. Hein. Vous achetez un boîtier Canon, Nikon, Sony, les derniers. Hein. Et encore, les tops de la gamme, hein, si vous voulez faire du sport. Moi, personnellement, je vous l'ai dit, il peut faire 25 images à la suite. Je ne les ai jamais utilisées, moi. Je ne suis pas un photographe qui mitraille. Jamais, jamais, jamais. Et j'ai fait de la presse et j'ai fait du sport. Mais c'est ma façon à moi. Hein. Elle n'est pas forcément bonne. Hein. Si j'étais spécialisé dans le sport, j'utiliserais. Mais je ne prendrais pas ce boîtier si j'étais spécialisé dans le sport. L'AF en photo, ça va, mais ça pourrait être mieux. Et sur la créa de danse, il y a des moments où l'AF, je l'ai mis dans le vent. Ce que je n'arrivais pas à faire avec un Canon ou un Sony. Donc du coup, il est moins bon. Est-ce qu'il est utilisable au quotidien? Est-ce que cet AF est utilisable au quotidien? Oui, je l'utilise sans aucun souci au quotidien. Mais, on ne va pas se mentir, ce n'est pas le top du top. Ça, c'est de la photo. Et franchement, en photo, allez, à part si vous... Vraiment, parce que je lui ai bien mis. Hein, je l'ai bien mis et je l'ai emmené au bout de la F. C'est normal que j'ai atteint ses limites. Ça ne me pose pas de problème. Le problème, c'est la vidéo. La vidéo, il n'est pas bon. Non, il n'est pas bon. Et je suis sur la dernière mise à jour. Hein. J'ai fait la dernière mise à jour du boîtier. Hein. Quand on utilise l'autofocus pour la vidéo, on veut que ce soit nickel, nickel, nickel. Vous faites un plan, je vais vous donner un truc tout simple, vous faites un plan de la mariée qui avance vers vous à l'hôtel pour rejoindre son futur mari, vous la mettez en autofocus, si vous la lâchez d'une seconde, votre plan il est mort. Hein. Il est mort. Vous allez être obligé de tricher, de mettre un petit plan de coupe pour faire style. Vous allez faire style. Vous voyez comment il est beau ce plan, mais en fait la vérité c'est que ton plan il était pourri et que tu as été obligé de rajouter un plan. Si l'autofocus décroche, le plan est mort. En vidéo, c'est ça le principe. Et c'est pour ça que on a eu beaucoup de mal à venir à l'autofocus en vidéo. Parce que si l'autofocus décroche, le plan est mort. Et l'autofocus sur le SL2S, il décroche. Il décroche. Et il n'a pas cette fonction comme sur les autres boîtiers où, quand il choisit un visage, de lui dire ben, reste sur ce visage. J'ai fait des plans où j'avais des enfants en premier plan. Je ne peux pas montrer le plan parce qu'il y a des enfants et parce que j'ai pas encore les clients à qui j'ai donné les plans n'ont pas encore utilisé les plans. J'avais un personnage qui faisait de la musique en arrière-plan et j'avais des enfants devant. J'ai fait la mise au point avec l'autofocus sur la personne qui faisait de la musique et j'ai juste fait ça, un petit balancement comme ça. Je suis passé comme ça, faire un petit mouvement de caméra. L'autofocus est fait sur la personne, sur le visage de la personne et quand j'ai descendu, eh ben, il a décidé d'aller faire le tour sur les autres enfants quand j'ai descendu le plan.
Mais gars, mais d'où tu choisis à ma place? C'est ça le problème. D'où tu choisis à ma place? Et du coup, bah, l'autofocus en vidéo, franchement, j'ai pas confiance. Le problème, c'est que j'ai pas confiance. Je n'ai pas confiance en cet autofocus en vidéo. Et ça c'est malheureux. Toujours en rapport avec la vidéo, ben bon, ça, je le savais avant. Hein. En même temps, je vais pas faire style, je le savais avant. Il n'a pas d'écran orientable. Bon, c'est dommage. Bon, mais je le savais avant. Et il n'a pas d'écran orientable, c'est le design de l'appareil. Il n'a pas d'écran orientable. En parlant de design, alors c'est leur signature de design des boîtiers SL. C'est ce rond-là. Je l'aime pas. Je l'aime pas à l'usage. Mais je l'aime pas, c'est pas le rond en lui-même, c'est pas le bouton en lui-même en fait. C'est parce que je suis tellement habitué à avoir une molette ici que du coup, ben, j'ai du mal à faire ça. Vous voyez, je suis comme ça et je dois faire ça pour... C'est pas intuitif et c'est pas facile. Il y a quand même de l'espace. Hein. Alors que si j'avais la molette type Canon, Sony, Nikon, ce qui se faisait quoi. Hein. Ici, c'est beaucoup plus naturel. Je suis tellement conditionné pour avoir ce bouton, cette molette ici, que je n'ai pas là, que quand je dois faire ça, ben c'est chiant. Non, je trouve ça chiant. Alors que c'est la signature du design du boîtier. Hein. Là, je suis confronté à un problème insoluble. Hein. Mais je ne le trouve pas pratique. Alors, je m'y ferai à l'usage sûrement. Hein. Sûrement. Mais j'avoue, la molette ici, elle me manque. Petit souci ergonomique aussi, qui n'est pas forcément gênant, mais il faut juste le noter, il faut que vous le sachiez, parce que ça, personne ne vous le dit sinon. C'était un photographe ami à moi, photographe de spectacle qui utilisait le SL, qui m'avait déjà fait cette remarque avant que j'achète mon SL. Et c'est vrai qu'à l'usage, alors peut-être que si vous avez la solution, donnez-la moi, je suis preneur, on est preneur en fait, hein. On est beaucoup dans la communauté à être preneur. Cet écran-là, là, il s'éteint pas. Jamais. L'écran ne s'éteint jamais. Il n'est pas super lumineux, c'est pas un phare, on est bien d'accord. Mais quand vous êtes dans le noir et que vous faites des photos de spectacle, en fait, cet écran ne s'éteint pas. Et je sais que mon pote, lui, il a mis un gaffeur dessus, carrément. Voilà. C'est rien en soi, hein, mais ça ne s'éteint pas. Petit truc que j'ai remarqué moi, mais vraiment c'est vraiment personnel là-dessus. Hein, mais je vous le dis, voilà, moi je vous fais tous les détails. Hein. J'essaye de passer en revue tout ce que je trouve un peu délicat. Vous voyez ça, cette partie-là, là, ces gros caoutchoucs là, qui sont là pour protéger les connectiques. C'est du gros caoutchouc, c'est top. Hein, et je pense que ça aide aussi à l'étanchéité toute relative du boîtier. Hein. C'est gros, c'est un peu... On a l'impression que c'est solide, et ça l'est. 2-3 fois, à l'usage, en mettant mon boîtier, parce que je porte mon boîtier comme ça, donc il se balade tout le temps. Hein. Il est tout le temps en train de se balader comme ça. À l'usage, parfois, ça s'ouvre. Alors que c'est étonnant, parce que quand vous voyez la robustesse du boîtier, c'est épais. Hein. Là, on parle d'un truc épais. Hein. Là, c'est pas fin, hein. C'est du gros caoutchouc. Hein. Ça s'ouvre. C'est rien, mais voilà, je vous le dis. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé encore que j'aime pas trop? L'ergonomie des menus, c'est pas que j'aime pas, c'est qu'il y a certaines choses que je trouve compliquées. Les menus en soi sont assez simples. Leica, là-dessus, ils font du bon boulot. La partie vidéo est un peu moins simple. En fait, c'est le choix de toutes les résolutions d'enregistrement. Je ne le trouve pas pratique. Cette partie-là, précisément, je ne la trouve pas pratique. Et une fois qu'on a changé, pour rechanger, en fait, il faut repartir dans le menu, appuyer sur un bouton, repartir dans le menu, rechercher la bonne configuration. Et quand on veut la changer, il faut refaire le même chemin. C'est chiant. Ça, c'est chiant. Sinon, en soi, l'ergonomie du menu est sympa, elle est claire, elle est simple, comparé à d'autres marques. Enfin, en même temps, je vous dis ça, mais il n'y a pas mieux que Blackmagic. Blackmagic sur les menus, c'est les numéros 1. Il faut reconnaître que la Blackma sur les menus de la Blackmagic 4K, 6K, 6K Pro, wow, c'est d'une simplicité. Là, ça va, mais sur certaines fonctions, c'est un peu galère. La batterie.
La batterie, c'est bien, mais ça pourrait être mieux. Franchement, ça pourrait être mieux. Ça bouffe de la batterie. Ça bouffe de la batterie. Et voilà. Du coup, là, j'ai pas tout pris. Hein. Des batteries, bah, j'en ai plein. Ça bouffe de la batterie. Et cette batterie, ça coûte 150 €. Putain, c'est trop. 150 €. Je viens de tuer 150 €. Je suis con. Non, vous inquiétez pas, c'est solide, c'est du Leica. Oh, ça va, ça va. Ça peut pas tomber là. Mon plus grand souci avec le Leica SL2S, mais ça, en même temps, j'avais qu'à pas acheter du Leica. Hein, là, franchement, mais je vous le dis, c'est que c'est le système Leica et c'est lié à la marque, c'est la politique de la marque. Vous êtes tout seul. Vous êtes tout seul. Et ça, c'est mon plus gros souci avec ce boîtier. C'est qu'on est tout seul. Je vous explique ce que ça veut dire d'être tout seul. C'est-à-dire que Leica fait des choses prioritaires ou fait des boîtiers de niche. Ça veut dire que tout ce qui entoure le monde des marques, les accessoiristes, ne font pas les produits pour Leica. C'est un marché de niche. Donc vous n'allez pas trouver d'alternative. Truc tout simple, tout con, qui moi m'emmerde vraiment en fait, c'est le flash. C'est le flash. Le flash, vous n'avez pas le choix. Pour travailler en TTL, hein, je parle. Hein. Si vous utilisez du flash autrement qu'en TTL, il n'y a pas de souci. Hein, mais ça, à la limite, bon. Mais si vous voulez travailler en TTL, vous n'avez le choix que d'utiliser flash Leica. Ils en proposent deux. Hein, et ce pas les meilleurs flashs. Hein, ils ne sont pas connus pour faire les flashs de la mort qui tuent, hein, Leica. D'accord ? Voilà. Mais bon, à la limite, je m'achète mon flash Leica et je fais mes photos et je suis tranquille. Mais par exemple, je ne peux pas mettre du Profoto. Le A10, A1, c'est A1X, le dernier Profoto flash Cobra Profoto, je ne peux pas le mettre. J'aurai pas de TTL. Parce qu'il n'y a pas le Profoto pour Leica. L'équivalent en Godox, je ne peux pas le mettre. Il n'y a pas. Je n'utilise pas le TTL. Les flashs en Profoto, pour le coup, A10 ou les AD300 chez Godox, qui sont des flashs entre guillemets normaux, qui sont des flashs autonomes, mais qui aussi proposent du TTL, je ne peux pas les mettre. Il n'y a pas. Il y a pas pour ces marques-là ne proposent pas pour Leica. Ou Leica ne veut pas qu'ils mettent leur truc sur leur monture, sur leur griffe. Vous êtes tout seul. Tout seul. Le flash, c'est une chose. Revenons sur la vidéo. Une cage. Moi, franchement, ce boîtier, pour faire de la vidéo, je voudrais lui mettre une cage. Une cage, c'est simple. C'est tout con. C'est... alors, je vais dire de l'aluminium, mais je ne sais pas la matière, en fait. C'est fait en quoi? C'est une cage, vous mettez autour de votre boîtier. Par exemple, on va dire que sur les Canon, Sony, Fuji, Nikon, Panasonic, vous avez accès aux cages des marques qui font les cages, Small Ring, Tilta, Eitsin. Voilà, ouais, je cite les trois. Il y en a plein qui font des cages, mais on va dire les trois marques les plus répandues vous font des cages. Une cage pour un boîtier, ça coûte 100 à 160 €. Même moins, 80 € à 160 €. Une cage pour un boîtier. Leica, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas parce que ces marques-là, les trois marques que j'ai citées, Small Ring, Tilta, Eitsin et bien d'autres, considèrent que c'est un marché trop de niche, un Leica. Donc ils ne font pas de cage pour ça. Et du coup, si vous voulez mettre une cage, j'en ai trouvé une. Alors, c'est Circle Vidéo, je ne suis pas sûr de la marque, mais en même temps, on s'en fout parce que je n'ai pas l'intention de l'acheter. Mais la cage est à 800 €. Sans déconner. 800 € une cage vidéo? Non, mais les gars, mais qui c'est qui va vous acheter votre cage? Prenez déjà pour des cons, quoi.
Une cage vidéo, ça coûte 80 euros. Pourquoi j'irais... Mais c'est pas parce que j'achète du Leica que je dépense mon argent comme ça. Hein. Eh les gars, vous avez cru quoi en fait? Parce que Leica c'est cher, qu'on dépensait notre argent comme ça, qu'on aimait dépenser notre argent. En fait, ben non, 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 on est près de nos sous aussi. Hein. Je vais pas acheter une cage à 800 euros, c'est juste une cage. Donc voilà, on est seul. Je reviens sur la batterie. La batterie, ça coûte 150 euros. Moi, je vais être clair. Hein. J'achète un boîtier, que ce soit Canon ou toutes les autres marques, j'achète un boîtier. Si je peux acheter une batterie de la marque, j'achète. Mais j'ai aucun souci à acheter des batteries non-name. Je ne m'emmerde pas avec les batteries. Hein. Je regarde à peu près, maintenant, à l'ère d'Internet, on sait, il y a des communautés, on sait très bien les marques qu'il faut éviter. Mais moi, j'ai aucun souci d'acheter des batteries non-name. Hein. J'ai mes Canon, je suis rempli de LPE6 non-name. J'ai Sony, j'ai des Sony non-name. Fuji, c'était pareil, parce que Fuji, avant qu'il passe au XT4, les batteries, c'était de la merde. Donc j'en avais une flopée, je n'allais pas acheter des batteries Fuji. Hein. Et il y a certaines batteries non-name qui sont même meilleures. Leica, il n'y a pas de batterie non-name. J'en ai pas, j'ai pas accès à de la batterie non-name. Je dois payer ma batterie 150 euros. Non mais voilà. Et c'est le souci. Mais là, c'est quelqu'un qui achète du Leica qui vous dit ça. Donc à la limite, vous pourrez me dire, t'as voulu du Leica, démerde-toi, gars. Hein, voilà. Hein. Mais voilà, c'est le plus gros problème que j'ai avec cette marque, c'est qu'on se retrouve un peu seul. Et sur des accessoires qui ne coûtent rien en soi. Une batterie non-name, ça coûte rien. Une cage, ça coûte rien. Les flash Godox, j'aimerais avoir du Profoto, mais si j'ai pas les moyens d'acheter du Profoto, je peux mettre du Godox. Mais en fait, non, je peux pas. Parce que je suis tout seul. Je suis Leicaïste, mais je suis tout seul. Voilà. Je peux me la péter en ayant du Leica, mais je me la pète tout seul, en fait. Voilà. Conclusion. Bon, alors, j'ai été un peu long sur ce qui n'allait pas sur les boîtiers. Mais je trouvais plus honnête de vous dire toutes les petites choses qui m'ont contrarié à l'usage, en fait, parce que ça, on ne vous les dit jamais, en fait. Hein. Voilà. Ça n'empêche pas que moi, ce boîtier, c'est vraiment un boîtier que j'aime vraiment. En termes de prise en main, en termes de faire des photos, le son du déclencheur, je le kiffe. Et vous savez l'amour que j'ai pour le Leica M. Hein. C'est un amour un peu inconsidéré, en fait, hein, pour ce boîtier-là. Ben, franchement, SL2S, en termes de plaisir photographique, vous le gardez pour vous, hein, vous le dites à personne, mais je suis pas loin d'autant l'aimer que le M, hein, franchement. Qualité d'image, top. Les optiques, bon, un jour, je pourrais peut-être accéder aux optiques L, qui sont un bras, deux bras, voilà. Mais du coup, ce boîtier, il est fait pour qui? Et est-ce que je le recommande? Si vous êtes Leicaïste, je vous le recommande à 1000%, à 1000, 2000%, tout ce que vous voulez, les pourcents que vous voulez. Vous êtes Leicaïste. Et surtout, en fait, si vous êtes amoureux du M. Ouais, si vous êtes amoureux du M, basculez sur le Leica SL2S. Vous ne serez pas déçus. Parce que on est beaucoup dans mon cas qui se pose la question, moi je me pose, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, le M, la mise au point manuelle, ça commence un peu à être fatigant. Vous avez vu, je suis passé sur des lunettes. Je fatigue un peu avec le manuel. Je fais toujours mes photos avec, mais voilà. Et on est plein comme ça avec le M à un moment donné. Une des plus grosses raisons de l'abandon du M chez les utilisateurs du Leica M, c'est les yeux. C'est tout con, mais c'est les yeux. C'est la vie en même temps, mais voilà, c'est les yeux. Il faut dire ce qui est, c'est les yeux. Et vous ne serez pas déçus sur un Leica SL2S, même le SL2, qui est plus orienté photo-photo, pur, avec un plus gros capteur. Cette gamme-là, elle est géniale. En termes d'ergonomie, en termes de qualité, de chromie, d'image avec les optiques M, c'est top. Donc si vous êtes Leicaïste, franchement, vous voulez vous faire plaisir, vous voulez continuer dans la gamme Leica et connaître autre chose que le M et vous voulez avoir un vrai réflexe, je vous l'ai dit, hein, je considère les mirrorless comme des réflexes, même si ce n'est pas le cas, hein. C'est dans l'idée, hein, vous comprenez. Et travailler, on va dire, avec un boîtier passe-partout, tout terrain, 1000%.
Le souci, maintenant, c'est si vous n'êtes pas Leicaiste. Parce que le M, il n'y a pas d'équivalent. Il n'y a pas d'équivalent, il n'y a rien qui se compare à un M. Donc c'est facile de dire, prends un Leica M, il n'y a rien de... De toute façon, on ne peut pas le comparer à autre chose à un boîtier. C'est une niche de la niche en lui-même. Le SL2S, il vient en confrontation directe avec les autres marques. Il est quand même aux alentours de 4 000 €. Et je vais être honnête, hein, il a un problème hein, par rapport à Canon et Sony, et je dirais même peut-être par rapport à Nikon, mais je vous l'ai dit, Nikon, je ne peux pas parler dessus, je ne connais pas trop. C'est l'autofocus. L'autofocus, il n'est pas assez bon. Il n'est pas assez bon, l'autofocus. En photo, ça va. En photo, ça va. En vidéo, il n'est pas bon. Il n'est pas bon. Après, si vous n'êtes pas autofocus, en vidéo, en vidéo, si vous n'êtes pas autofocus, on est sur les mêmes specs que le Sony A7S3. Je répète, on est sur les mêmes specs que le Sony A7S3. Vous savez, le Sony A7S3, le dieu, il est revenu sur Terre pour nous apprendre la vidéo. Je caricature, mais je suis pas loin d'en acheter un. Voilà, donc du coup, je me permets de caricaturer. Je suis pas loin d'en acheter un Sony A7S3, hein, franchement. Mais au niveau spec, il est sur le même niveau que le Sony A7S3. Franchement, il est sur le même niveau. Le problème, en vidéo, hein, c'est l'autofocus et l'écran orientable. Et ça plonge. Et du coup, si vous n'êtes pas autofocus, ouais, top. Si vous êtes autofocus, non, je ne peux pas vous le conseiller. Je peux pas vous le conseiller. Et c'est difficile, même en photo, c'est difficile de vous le conseiller parce que, étant donné qu'on se retrouve en confrontation directe avec les autres marques, vous allez trouver aussi bien pour moins cher. Non, mais c'est vrai, vous allez trouver aussi bien pour moins cher. Aussi bien, attendez, sur les specs, sur le papier. Parce que, en termes de qualité de boîtier, vous ne trouverez pas aussi bien. Hein. En termes de qualité optique, non, vous ne trouverez pas aussi bien. Vous le payerez plus cher. Mais vous ne trouverez pas aussi bien. Les optiques Leica de la nouvelle génération, c'est des monstres. C'est des monstres de qualité. Mais actuellement, elles coûtent trop cher. Même pour moi, là, actuellement, elles coûtent trop cher. Donc, du coup, si vous êtes sur les autres marques, même, allez, il y aurait Pana, mais Pana, vous êtes exactement sur les mêmes specs, vous êtes sur le même autofocus pourri. Est-ce que si vous êtes en Pana, est-ce que ça vaut le coup d'avoir du Leica? Non. À moins de découvrir Leica, là oui, puisque vous pouvez utiliser toute votre gamme d'objectifs. Donc c'est difficile, hein, c'est difficile de le conseiller si vous n'êtes pas Leicaiste. Pour découvrir Leica, si vous voulez par contre découvrir, rentrer dans la gamme Leica, c'est quand même le moins cher. C'est quand même le boîtier le moins cher de Leica. Et si vous voulez découvrir Leica, pour découvrir Leica, oui, 100%. 100%, 1000%. Maintenant, si vous hésitez, vous avez un Canon R6, vous avez un Canon R5, vous avez un Sony A7S3, A1, A1, non, même pas, vous y pensez. Hein. Si vous avez un A1, vous y pensez pas. Le R3, est-ce qu'il rentrera en concurrence avec le R3? Non, il peut pas. Il peut pas, c'est l'autofocus. Le problème, c'est l'autofocus. Il peut pas. Donc, je vous le déconseille là-dessus. Désolé, Leica. Et non, je peux pas le conseiller. Voilà, c'est fini. C'était un peu long, j'avoue, mais j'avais plein de choses à vous dire et je trouvais important de vous les dire et de vous partager mon vécu, vraiment, mon vécu. C'est du vrai vécu, hein, avec ce boîtier. Je vous ai dit à peu près les choses qu'il fallait savoir pour vous donner une idée de est-ce que c'est intéressant d'avoir un SL2S. Moi, dans l'absolu, je vous dirais oui. Après, j'ai un questionnement, c'est pour la vidéo. Voilà. Moi, je me demande si j'ai pas fait le mauvais choix sur la vidéo. Voilà, je vais être honnête avec vous, ce qui me faisait kiffer, c'était de continuer chez Leica, de rester chez Leica pour faire de la vidéo. Ça me faisait kiffer. Sur le papier, ça me faisait kiffer. Ça me fait toujours autant kiffer en termes de qualité d'image. La qualité d'image, j'ai rien à lui reprocher. Franchement, j'ai rien à lui reprocher. Mais en vidéo, ce qui me manque, c'est l'autofocus. C'est l'autofocus. Je suis pas cinéaste. Hein. Vous savez, moi, les gars qui... ouais, mais dans le cinéma, ils n'utilisent pas l'autofocus. C'est vrai, mais en même temps,
Tu fais pas de cinéma, gars? Non, mais ça se saurait si tu étais cinéaste. Donc, vous savez, votre argument, dans le cinéma, ils font pas d'autofocus. Bah... Mais du coup, moi, personnellement, pour mon activité vidéo, je suis plus run and gun, je suis tout seul. Et c'est vrai que j'avais besoin d'un autofocus. Et c'est un peu une déception à ce niveau-là. En termes, pour la vidéo, sur l'autofocus, c'est une vraie déception. Voilà, donc je réfléchis, je regarde si je ne trouve pas une alternative. Et honnêtement, la meilleure alternative, là, actuellement, sur le marché, c'est le Sony A7S III. Voilà, je regarde. Mais voilà, bon, on verra, suite au prochain épisode. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, abonnez-vous, les gars. Ça vous coûte rien, franchement, de vous abonner. Et vous savez quoi, c'est juste un petit clic, vous vous abonnez. Vous n'êtes pas obligé de regarder mes vidéos tous les jours. Abonnez-vous, ça vous coûte rien. Et parce que les vidéos, j'ai beaucoup de vues, mais peu de personnes font le passage à l'acte de juste cliquer sur le bouton abonner. Abonnez-vous. Ça aide, j'arrête pas de le dire, mais je vais le répéter parce que c'est la réalité du YouTube. Ça aide pour que la vidéo soit le plus vue possible. Moi, je ne fais pas les vidéos pour moi, je fais les vidéos pour tout le monde, pour partager mon expérience. Et YouTube prend en considération le nombre d'abonnés pour diffuser une vidéo au plus grand nombre. Donc voilà, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Allez, bye!